Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur TypeScript. Aujourd'hui, on va parler des assertions et pour ça, on va avoir besoin de manipuler le DOM. On va se servir du navigateur et on va avoir une configuration un peu différente par rapport aux vidéos précédentes. On ne va pas utiliser TSNode. On va utiliser le compilateur TypeScript directement et pour ça, on va reprendre la configuration qu'on avait utilisée lors de la toute première vidéo de la série sur TypeScript. Donc si on regarde rapidement dans le fichier de configuration, ici au niveau du dossier d'entrée pour le code source, on a indiqué le dossier src. Donc c'est dans ce dossier src que l'on va pouvoir placer tout notre code source TypeScript. Et au niveau du dossier de sortie, nos fichiers TypeScript vont être compilés en JavaScript dans le dossier /build/js. Si on regarde ici, dans le dossier build, il y a effectivement un dossier JS, et c'est dans ce dossier que l'on va retrouver tout le code JavaScript qui sera généré à partir de la compilation. Autrement, dans le dossier build, on a également un dossier CSS avec une feuille de style, un dossier image avec une image, et un fichier HTML. Donc au niveau du document HTML, on a un lien vers la feuille de style, on a le script, le lien vers le script JavaScript qui se trouvera dans le dossier JS après compilation, et au niveau du corps du document, on a un titre, une image et un lien. Alors maintenant, on va pouvoir compiler notre fichier TypeScript. On va lancer le terminal et on va utiliser le compilateur directement avec la commande tsc-w. Donc -w, c'est le mode watch qui va permettre de régénérer un nouveau fichier JavaScript à chaque fois que l'on va modifier le code source. Donc normalement à ce stade, on devrait avoir un fichier JavaScript qui a été généré dans le dossier JS. Et c'est bien ce qui se passe ici. Et maintenant on va pouvoir servir notre fichier HTML qu'on va utiliser live server, et le navigateur s'ouvre avec notre fichier HTML qui a été servi. Alors on va pouvoir tester que tout fonctionne. Dans le fichier source, le fichier TypeScript, on va ajouter un console log. Et si on regarde dans le fichier JavaScript, eh bien il y a effectivement également un console log. Le fichier TypeScript a bien été compilé en JavaScript. Et si on regarde dans la console, on a bien Hello qui s'affiche. Et donc maintenant, on va pouvoir parler des assertions. Les assertions vont permettre de réécrire le type des variables. L'idée, c'est que dans certains cas, le compilateur TypeScript ne va pas être capable d'inférer correctement le type d'une variable. On va pouvoir outrepasser l'inférence du compilateur et forcer le compilateur à interpréter une variable comme étant d'un certain type en particulier. Alors c'est pas forcément évident à comprendre comme ça, donc le plus simple, c'est de partir d'un exemple. Ici, on va créer un type user avec deux propriétés, un nombre et une chaîne de caractères, un identifiant et un nom d'utilisateur. Et on va également créer une fonction qui va permettre à la fois de créer ou de modifier un utilisateur. En premier paramètre, on va passer un utilisateur, ensuite un identifiant et un nom d'utilisateur. Cette fonction va retourner vide. Et ici, à l'intérieur de la fonction, eh bien, on va simplement réassigner les propriétés de l'objet user et on va passer les valeurs qui sont passées en paramètres. Comme cette fonction permet à la fois de créer ou de modifier un utilisateur, eh bien, on pourrait tout à fait imaginer
que l'on souhaite créer un nouvel utilisateur. Donc ici, on va créer un nouvel objet avec la structure objet que l'on instancie avec le mot-clé new. On a créé un nouvel objet, un objet vide, et ici on va pouvoir utiliser notre fonction pour assigner les différentes propriétés pour notre nouvel utilisateur. Et vous voyez que tout de suite on a une erreur. Effectivement, ici TypeScript s'attend à avoir au niveau du premier paramètre de la fonction un objet de type user. Or, nous, on lui a renseigné ici cette variable, donc user1, qui pour l'instant est un objet vide. Et donc lui, TypeScript, il va considérer ici évidemment cette variable user1 comme un objet vide. Cet objet vide, évidemment, n'a pas les propriétés de l'objet user. Mais nous, on sait, effectivement, et c'est le but de cette fonction, on sait que, en définitive, cette variable user1 sera un objet user. Donc pour l'instant, c'est un objet vide, mais on a créé cette fonction pour pouvoir justement lui assigner des propriétés. Et donc on sait, au bout du compte, que cette variable user1 doit être considérée comme un utilisateur. Et donc dans ce cas, on peut outrepasser l'inférence du compilateur, et au lieu de laisser TypeScript inférer que cette variable user1 est de type objet vide, eh bien on va lui dire considère cette variable comme un objet de type user. On utilise cette syntaxe avec le mot-clé as, et ça permet de faire une assertion et de dire à TypeScript considère cette variable user1 comme étant de type user. Donc dans ce scénario, on a, en tant que développeur, plus d'informations que le compilateur TypeScript. On connaît mieux le type de cette variable que le compilateur, et donc on va pouvoir forcer le compilateur à interpréter cette variable comme étant du type que l'on souhaite. Alors il existe également une autre syntaxe pour l'assertion. On pourrait ici ouvrir avec les signes plus petits, plus grands que. À l'intérieur, on passe le type pour l'assertion. C'est une syntaxe que je vous déconseille d'utiliser puisqu'elle peut être facilement confondue avec une syntaxe que l'on utilise pour un autre concept, les génériques, dont on reparlera dans la série sur TypeScript. Et l'autre raison, c'est que cette syntaxe, avec donc les signes plus petits, plus grands que, elle n'est pas utilisable par exemple avec des librairies comme React. Que si vous utilisez React, il n'y a qu'une seule syntaxe possible, c'est celle avec le mot-clé as. Pour rester consistant, il vaut mieux toujours utiliser cette syntaxe avec le mot-clé as. Voilà un premier exemple d'assertion. Alors pour bien insister sur ce concept, on va voir un deuxième exemple. Imaginez par exemple que l'on souhaite créer des événements. Donc on va d'abord définir un type avec les différents statuts possibles pour les événements. Ici, on va utiliser une union de types littéraux. On va avoir différents statuts, soit success, soit danger, ou soit juste info. Et ensuite, on pourrait créer un énumérateur pour un événement alerte. Et ici, on va lister les différents scénarios possibles pour l'événement alerte. Donc, on va utiliser un énumérateur de chaîne de caractères. On avait vu dans la vidéo précédente que lorsque l'on utilise des énumérateurs, il vaut mieux toujours utiliser des énumérateurs de chaîne de caractères. La syntaxe est un peu plus lourde, mais ça permet d'éviter toute forme d'ambiguïté. Et donc on a listé ici tous les scénarios possibles pour notre événement alerte, et donc on pourrait créer une fonction qui permet de créer des alertes. Donc ici au niveau du premier paramètre, on va utiliser un type littéral, et
Au niveau du deuxième paramètre, pour le statut, eh bien, on va utiliser notre union, comme ceci, et on va retourner, effectivement, un événement alerte. La fonction attend que l'on retourne un événement alerte, et donc nous, on va retourner ici nom de l'événement plus le statut. Donc on va concaténer les deux paramètres. Et effectivement, là, on a une erreur, puisque TypeScript, lui, ne peut pas deviner que lorsque l'on va concaténer cette chaîne de caractères avec l'une des trois chaînes de caractères ici, ne peut pas savoir que le résultat de cette concaténation sera parmi les scénarios possibles énumérés ici. Pour TypeScript, lorsque l'on concatène ces deux chaînes de caractères, eh bien le résultat obtenu, c'est une chaîne de caractères. Il ne sait pas que la chaîne de caractères que l'on va obtenir sera effectivement listée dans les cas possibles ici. Et encore une fois, on a, en tant que développeur, plus d'informations que le compilateur TypeScript. On connaît mieux le type qui va être retourné ici. On sait, nous, en tant que développeur, que lorsque l'on va concaténer ça, le mot-clé alerte avec soit success, danger ou info, eh bien on va obtenir un alert event. À nouveau, on peut utiliser une assertion et dire à TypeScript, ne t'en fais pas, lorsque tu concatènes ces deux chaînes, tu vas retourner un alert event. Voilà un deuxième exemple d'assertion. Au final, on force bien le compilateur à interpréter une variable comme étant d'un type en particulier. Alors évidemment, il faut faire très attention avec les assertions, puisque comme on outrepasse le comportement par défaut de TypeScript, eh bien on peut être amené à faire des erreurs, et donc il faut vraiment les utiliser avec parcimonie, puisque on peut affirmer un type qui en réalité est faux. Alors je vais vous montrer un exemple de ça. Si on crée une fonction qui permet d'obtenir le résultat le statut d'une réponse. Ici, on va passer un type, soit on va récupérer le status code, ou bien on va récupérer le status texte. Et ici, on va retourner donc une union, soit une chaîne de caractères ou un nombre. On va aller vérifier le type. Si on a affaire à un type code, et bien dans ce cas-là, on va retourner par exemple 200. Autrement, eh bien c'est que l'on a affaire au texte. Dans ce cas, on va juste retourner OK. Et donc maintenant, par exemple, si on crée une variable réponse, que l'on annote comme un nombre, ici on pourrait même changer le nom de la variable en disant res status code. On annote cette variable comme étant un nombre, et on va utiliser notre fonction. Évidemment, on va passer le type code, et donc on voit TypeScript n'est pas content puisque on a annoté cette variable comme étant un nombre, mais la fonction, elle, peut potentiellement retourner également une chaîne de caractères. À nouveau, eh bien, on peut utiliser une assertion et dire à TypeScript, fais-moi confiance, cette fonction, dans ce cas-là, va retourner un nombre. L'erreur disparaît. Sauf que le problème, effectivement, c'est que on réécrit donc le type qui est retourné par la fonction. Et donc dans ce cas, par exemple, si ici on rentre texte, la fonction va retourner effectivement une chaîne de caractères. Mais comme on force le compilateur TypeScript à interpréter ce qui est retourné de la fonction comme étant un nombre, eh bien, il n'y a aucune erreur qui s'affiche. Vous voyez que
Dans certains scénarios, les assertions peuvent être dangereuses, puisqu'on peut forcer le compilateur à interpréter le type d'une variable, sauf que ce type ne va pas correspondre à la valeur de la variable. Il faut faire très attention avec les assertions. Alors maintenant, on va pouvoir parler du scénario principal dans lequel on va avoir besoin des assertions, à savoir la manipulation du DOM. On va aller manipuler le DOM. Alors si on regarde à nouveau dans le document HTML, on voit qu'on a trois types de tags, un H1, une image et un lien. Si on crée une variable DOM element et que l'on essaye de récupérer par exemple le H1, si on regarde l'inférence, on voit que TypeScript est capable de déduire que potentiellement cette variable va être de type HTML heading element. Donc il sait que c'est un élément HTML et en plus il sait également que c'est potentiellement un titre. Pareil, si ici au niveau de l'argument on renseigne cette fois-ci le sélecteur des liens, eh bien il va être capable d'inférer que cette variable va être de type élément HTML lien. Et si on renseigne ici une image, à nouveau il va savoir que on a affaire à un élément HTML de type image. Alors potentiellement, puisque vous remarquez qu'on a affaire à une union, et donc c'est soit dans ce cas-là un élément HTML image ou bien nul. Tout simplement parce que TypeScript ne va pas être capable de savoir si véritablement dans le DOM il existe bien un tag image. Nous on le sait puisqu'on a notre document HTML ici, donc on sait qu'on a renseigné un tag image, mais lui il va pas être capable de savoir si véritablement dans le DOM il existe bien une image. C'est la raison pour laquelle il déduit que c'est soit un élément HTML image ou bien nul. Alors ici on va récupérer par exemple le lien, comme ceci. Comme on a affaire à une union, eh bien ce que l'on pourrait faire, c'est utiliser une garde de type. Par exemple, si on souhaite regarder la référence du lien, eh bien ici on peut utiliser une garde avec l'enchaînement conditionnel. Si le lien existe bien et qu'il est différent de nul, on va loguer la référence. Comme dans notre cas, dans le document, il y a effectivement un lien, on arrive à loguer la référence. Alors ce que l'on pourrait faire également ici, on va récupérer cette fois-ci le titre. On a bien l'inférence, soit il s'agit d'un élément HTML de type titre ou bien nul. Et bien ce que l'on pourrait faire, c'est une assertion non nulle. Donc pour ça, on utilise le point d'exclamation. Comme avec le signe as, et bien ici il s'agit d'une assertion. Assertion non nulle. On dit au compilateur TypeScript, on connaît notre document HTML, on sait que dedans on va avoir un H1, on sait que ce qu'on va récupérer ici avec le query selector, ça ne sera pas nul, et donc on dit à TypeScript, eh bien, infère ce qu'il reste, à savoir HTML heading element. Donc ici, assertion non nulle. Comme on a affirmé au compilateur que la valeur récupérée n'était pas nulle, on peut aller regarder directement le text content, on n'a pas besoin d'utiliser une garde. Alors, dernier scénario, on va aller récupérer l'image, sauf que ici, au lieu d'utiliser le sélecteur image, on va plutôt utiliser un identifiant. Donc on va utiliser un identifiant image, comme ceci, et ici, avec la méthode, on va aller récupérer l'élément par son identifiant. Si on regarde l'inférence, dans ce cas-là, on voit que TypeScript est beaucoup plus vague. Donc il arrive à déduire seulement qu'il va récupérer un élément, puisqu'on a utilisé la méthode querySelector, mais comme on utilise un identifiant, et qu'on peut utiliser des identifiants pour n'importe quel tag, dans ce cas-là, il va pas être capable d'inférer qu'il s'agit d'une image.
puisque cet identifiant image, on pourrait l'attribuer à n'importe quel tag. Dans ce cas-là, il est beaucoup plus vague au niveau de l'inférence. Alors ce que l'on peut faire, c'est cette fois-ci utiliser une assertion standard et dire à TypeScript que on sait que on va récupérer ici un élément HTML de type image. Donc les assertions vont être particulièrement utiles avec les query selectors, notamment lorsqu'on va récupérer des éléments par l'identifiant ou par la classe par exemple. Donc dans ce cas-là, on affirme à TypeScript, on sait ce que l'on va récupérer, on connaît notre document HTML, on sait que pour cet identifiant-là, on va récupérer une image. On peut utiliser la source, puisqu'il sait que cette propriété existe dans les variables de type HTML image element. Voilà pour les assertions avec le DOM. Alors maintenant, on va parler d'un autre type d'assertion, ce sont les assertions de constante. Dans la série sur JavaScript, on avait parlé d'une méthode particulière sur les objets, la méthode freeze, qui permet de bloquer un objet. Donc si on recrée un objet, on a cette méthode freeze sur les objets, et ici on va passer notre objet user. Cette méthode permet de rendre un objet immutable. Si on essaye de modifier la propriété, on va pouvoir le faire, puisque c'est une méthode qui existe également en JavaScript, elle n'est pas propre à TypeScript. Sauf que ici, vous allez voir que lorsque l'on va loguer l'identifiant de l'utilisateur dans la console, on va tomber sur une erreur, exactement la même erreur que l'on aurait en JavaScript. Ici, on a bloqué notre objet, mais l'erreur apparaît au moment de l'exécution du script. C'est un code que l'on pourrait tout à fait utiliser en JavaScript. Et il existe également un moyen de vérifier cette erreur et de bloquer un objet, donc de le transformer en constante, mais cette fois-ci avec une vérification au moment de la compilation et non plus au moment de l'exécution du script comme ici. On va utiliser du TypeScript, on va se débarrasser de la méthode freeze, et au lieu de ça, on va utiliser l'assertion asConst. Et vous voyez que dans ce cas-là, on a bien une vérification de l'erreur au moment de la compilation. TypeScript nous dit on ne peut pas modifier la propriété ID puisque l'objet user est une constante. C'est une alternative qui est très intéressante au lieu d'utiliser la méthode freeze, puisque la méthode freeze, qui est une méthode propre à JavaScript, eh bien, elle crée une erreur au moment de l'exécution du script, alors que ici l'assertion va permettre d'afficher une erreur au moment de la compilation du script. Voilà pour l'assertion de constante. Alors notez également que on peut l'utiliser avec les tableaux. C'est un peu une autre manière de faire. Si par exemple on crée un tableau de coordonnées, on va annoter notre tableau comme étant un tableau de nombres, comme ceci, et on peut rajouter ici le mot-clé read-only. On va transformer également notre variable coordonnée en une constante, donc on ne va pas pouvoir la modifier. Et donc si on prend le tableau et qu'on utilise la méthode push, on a une erreur. Voilà pour les assertions de constante. Alors maintenant, on va pouvoir parler d'un dernier point et on va comparer l'assertion avec as et l'opérateur satisfies. Alors pour illustrer tout ça, on va partir sur un exemple. Ici, on va créer un type, couleur, et on va représenter les couleurs de deux manières, soit sous forme
hexadécimale, donc une chaîne de caractères, ou bien sous forme RGB, un objet avec des propriétés qui vont être des nombres. Et on va d'abord revenir sur les annotations. Si on crée une variable, pour représenter la couleur blanche sous forme hexadécimale, on va annoter la variable comme étant de type color, et on va passer le code hexadécimal ici. On va créer également la même variable, mais au format RGB, et ici on va passer donc la valeur pour les couleurs, pour la couleur blanche. On a bien deux variables de type color, et donc si on prend la première variable, eh bien on va pouvoir utiliser la méthode split dessus, puisque TypeScript sait que cette première variable est de type couleur, mais il sait également que la valeur est une chaîne de caractères, et donc il sait que on peut utiliser cette méthode split sur les chaînes de caractères. Donc comme il connaît la valeur, eh bien il va pouvoir déduire qu'il sait utiliser la méthode split sur une chaîne de caractères. À l'inverse, si on prend la deuxième variable, et qu'on essaye d'utiliser la méthode split, dans ce cas on a une erreur puisque la méthode split ne peut pas être utilisée sur les objets. Alors maintenant, on va utiliser une assertion. On va recréer des variables, black hexadécimal, et ici on ne va pas annoter la variable, on va juste renseigner la valeur directement, la valeur hexadécimale pour le noir, et on va dire à TypeScript, interprète cette variable comme de type couleur. Et on va faire la même chose pour la couleur RGB, et on va dire à TypeScript à nouveau, interprète cette variable comme étant de type couleur. Et donc regardez bien ce qui se passe ici si on prend la première variable et qu'on essaye d'utiliser la méthode split. On a une erreur. En effet, il nous dit que la méthode split n'existe pas dans le type couleur. Comme on a fait une assertion, eh bien, pour TypeScript, il n'y a que le type qui compte. La valeur de la variable ne l'intéresse pas, il va se référer uniquement au type. Et donc s'il regarde le type ici, eh bien il sait qu'il a affaire à une union entre une chaîne de caractères et un objet, et donc il va prendre uniquement les méthodes communes entre la chaîne de caractères et les objets. Dans ce cas, entre une chaîne de caractères et un objet, il n'y a pas beaucoup de méthodes communes. Donc si on regarde les méthodes qui nous sont proposées, eh bien on a juste toString ou valueOf. Il va prendre vraiment le strict minimum qui, au niveau des méthodes, correspond à ce type couleur. Il ne va pas du tout se référer à la valeur ici. Donc pareil, si on prend cette deuxième variable, eh bien si on se contente de renseigner une propriété R avec une valeur de 0 et qu'on lui dit considère ça comme une couleur, pour TypeScript c'est ok, on l'avait vu dans le premier exemple avec la création d'un objet. Pour lui, c'est suffisant d'avoir une propriété R dans un objet pour être considéré comme une couleur. Alors bien sûr, si on ajoute une propriété K comme ceci, il va dire que effectivement il n'y a pas assez de chevauchement entre les deux types, mais en tout cas, une seule propriété suffit pour être considérée comme une couleur. Donc je vais remettre ici l'exemple avec la méthode split. Donc ça c'est pour le cas de l'assertion. Alors maintenant on va regarder l'opérateur satisfies. On va reprendre exactement le même cheminement, on va créer une valeur pour bleu, et ici au lieu d'utiliser l'assertion, on va utiliser satisfies. On va lui dire satisfait couleur. Et à nouveau ici, on va créer bleu RGB,
et on va lui dire satisfies color. Si on utilise la méthode split, ça fonctionne. Et par contre, ici, si on retire une des propriétés, on a une erreur. Donc vous voyez que le comportement avec satisfies n'est pas du tout le même qu'avec as. Dans le cas de l'assertion avec as, c'est le type qui prime. Dans le cas de l'opérateur satisfies, c'est la valeur qui prime. Et donc regardez bien ce qui se passe ici. Si on regarde au-dessus de black hexa, on voit que c'est de type color. Alors que dans le cas de l'utilisation de l'opérateur satisfies, si on passe au-dessus, on voit que ici il s'agit d'un type littéral qui correspond à la valeur qu'on a renseignée ici. Et donc TypeScript sait que sur ce type littéral, qui est une chaîne de caractères, eh bien il va pouvoir utiliser la méthode split. Et pareil, si on regarde ici, au niveau de l'inférence, on voit que TypeScript a inféré que on avait un objet avec deux propriétés qui sont des nombres. L'opérateur satisfies, lui, ne va pas négliger la valeur, il va laisser TypeScript inférer la valeur. Donc le type, on le voit, hein, reste tel quel, alors que ici on est passé sur un type color. Et l'opérateur satisfies, lui, il va juste vérifier que la valeur que l'on a passée satisfait les exigences du type couleur. Mais les valeurs vont rester inférées telles quelles. Et donc dans ce cas, eh bien, on va pouvoir toujours utiliser les méthodes propres aux valeurs. Et ici, comme je le montrais tout à l'heure, si on n'a pas satisfait complètement les exigences du type, eh bien on a une erreur. Donc cet opérateur satisfies va être particulièrement intéressant. On va pouvoir l'utiliser en substitution de l'opérateur as dans certains scénarios. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les assertions. Alors j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt dans la suite de la série sur TypeScript et on abordera sans doute le sujet des classes.